capacité à rebondir après la crise. Quand on a le nez dedans, on se trompe tout le temps. Parce que plus tu travailles sur quelque chose, et moins tu es capable de le modifier. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Mariette Laine, la fondatrice de l'Ascensionniste. Une histoire d'une société qui fait 900 000 euros d'affaires en 4 jours avec du carton. C'est une société qui a plus de 30 ans d'existence, qui vit avec un produit physique, qui a impacté en plein dans la crise sanitaire parce que c'est basé sur le tourisme. Et donc, comme on avait peu de temps, moi, j'ai choisi la méthode Design Sprint et je me suis dit que ça aurait plusieurs vertus. D'abord, c'est une méthodologie qui est terriblement efficace. Tout à fait. Vraiment. Et j'ai fait beaucoup d'ateliers de design thinking, d'intelligence collective. Je fais aussi du coaching collectif. Chacun a ses vertus, mais quand tu veux quelque chose de créatif et de très efficace, je n'ai pas trouvé mieux que cette méthode-là, que le design sprint, vraiment. Mais surtout qu'il y a un résultat tout de suite à la fin. C'est à la fin que se trouve le piège de cette méthode-là, ce qui est terrible. Là, ce qu'on veut, c'est aller conquérir un marché. Pour conquérir un marché, il faut aller là où on n'est jamais allé. Il faut défricher, il faut être pionnier. Et si tu veux défricher, à un moment, il faut être clivant sur quelque chose, ou alors, il faut avoir su détecter le besoin que les autres n'ont pas détecté chez le client. Tout à fait. Une opportunité. Ou arriver à débloquer la petite chose qui arrive à répondre aux besoins auxquels personne ne répond depuis des années. Mais dans tous les cas, innover, c'est prendre un risque. Absolument. C'est la deuxième raison pour laquelle j'aime le design sprint, c'est que tu maîtrises ton risque. Parce que le but du design sprint, c'est pas forcément d'accoucher d'une très belle innovation. Ça peut être aussi d'éviter de lâcher 100 000, 200 000 euros dans une innovation qui ne fonctionnera pas. Donc, on peut l'utiliser aussi pour sécuriser un projet où toute l'équipe se dit c'est super, c'est là qu'il faut aller, on a l'intuition. Et en 5 jours, on peut savoir si ce projet il est viable ou pas, si ça vaut le coup d'investir ou pas. Et quelquefois, la réussite d'un design sprint, c'est aussi de se dire non, là, ce produit-là, il ne faut pas le faire. Et oui, ce service-là, il ne marchera pas. Enfin, c'est ça le risque d'innovation, c'est ça. On prend un pari et on voit. Et ce qu'il faut surtout dans l'innovation, c'est apprendre. C'est-à-dire qu'il faut tester, apprendre au plus vite. Et je disais, le piège du design sprint, c'était cette partie-là, c'est que les gens, généralement, font une idée et puis ils disent, OK, on a une super idée, on va la développer. Et en fait, ils ne font jamais cette partie-là où on passe à la phase de test, à la phase concrète, où généralement on s'arrête on peut sûrement travailler généralement le design sprint, c'est avec des designers, et du coup, ils font une super maquette, et ça s'arrête là. Après, ils vont écrire un cahier des charges, et ça s'arrête là. On ne va jamais, en fait, à l'étape qui est super importante, qui est la prochaine étape de l'histoire, je suppose, et je le sais parce que je l'ai lu à l'avance, c'est le côté, on a testé avec un client, et on a rencontré notre client. Mon Dieu, cette évolution. Et en fait, ils l'ont rencontré d'une manière surprenante. C'est-à-dire que le client, ça correspondait tellement à son besoin qu'ils sont ressortis du test avec une lettre de commande. C'est un truc de fou, en fait. C'est jamais arrivé, ça. Une semaine après, ils avaient une promesse d'achat ferme et de plusieurs milliers d'unités. Waouh, incroyable. Voilà. Et alors, ce proto qu'ils ont pu présenter, parce qu'au final, ils n'ont pas présenté des images. Parce que forcément, présenter des images, on dit voilà, est-ce que vous voulez ça? Les gens vont dire oui par compassion. Il faut vraiment aller avec ce qu'on appelle du coup le MVP, le Minimal Viable Product, pour justement avoir ce petit côté. On a quelque chose dans les mains. On va tester en fait cette valeur unique, qui est justement ce qu'on a isolé avec le Design Sprint, cette valeur différenciante par rapport au reste du marché. Ce qui fait que ce produit-là, en fait, c'est le produit unique. Et donc, du coup, comment vous avez fait pour, sans en fait cramer le budget de toute une innovation, de toute mise en place d'une série, d'une machine, comment vous avez fait pour trouver cette petite astuce? Non, alors, ils y sont allés avec quelque chose, mais vraiment avec du carton et du scotch pour symboliser leurs produits. Ils sont allés voir des clients, et pas des prospects. Donc, ils ne sont pas allés évangéliser des gens qui ne connaissaient pas du tout un produit. Tout à fait. Donc, des gens qui étaient capables de se projeter et d'imaginer ce que le produit en carton pouvait donner. Et le principe du test dans le design sprint, il est différent d'autres tests que tu peux organiser avec des clients ou des prospects. Tu ne présentes pas le produit, tu le poses et tu demandes à la personne de manipuler, de l'utiliser. Et la personne te dit comment elle le trouve et puis surtout, tu ne dis rien et tu la regardes utiliser le produit. Et après, tu poses des questions. Et tu observes vraiment la relation que le client est en train de créer avec le produit. Et tu regardes et tu te dis, tiens,
cette fonctionnalité-là, il ne la trouve pas. Il appuie jamais sur ce bouton-là. Mais pourquoi il appuie jamais sur… C'était notre idée. On se disait que c'était le truc super différenciant. On trouvait que le truc était génial et le gars, il n'a jamais l'idée d'appuyer sur le bouton. Mais même si tu es frustré, tu ne dois rien dire et tu dois le laisser développer sa propre relation avec le produit. Parce qu'après tout, toi, quand tu vends le produit, tu n'es pas là quand la personne l'utilise la plupart du temps. Mais en fait, ça matchait 100% à leurs besoins. Alors 100% non, parce qu'il y avait une fonctionnalité que tout le monde trouvait très importante dans l'équipe et qui n'a pas séduit ce client-là qui a fait la lettre de commande tout de suite. Oui. Et finalement, ça, c'est un piège parce que du coup, là, justement, on était en train de faire un update, là, 3 mois après. Et le patron me disait, je ne suis pas content parce que les commerciaux poussent pour qu'on simplifie le produit et qu'on abandonne le côté innovant parce que le client qu'on a qui nous finance finalement l'industrialisation de ce produit, lui, il a besoin de quelque chose de simple. Cette fonctionnalité-là ne le séduit pas et elle n'est pas différenciante pour lui. Et on est en train de retomber dans quelque chose de peu innovant et parce que mes commerciaux poussent. Du coup, parce que là, on a mis un dilemme. Est-ce qu'on suit du coup la demande du marché, c'est-à-dire la personne qui vraiment va acheter le produit, ou est-ce qu'on suit la demande de commerciaux qui disent c'est mieux d'avoir un beau discours et ça sera ils imaginent ça plus simple à vendre. Quel est le bon choix du coup? En fait, il y a de la tactique et de la stratégie. Et c'est pas parce que tu fais de la stratégie qu'il faut t'interdire la tactique. La tactique d'aller chercher de la trésorerie, même si c'est sur un produit plus simple, qui est moins innovant, d'aller chercher ta trésor qui va te permettre d'industrialiser, de progresser, etc. C'est ce que font toutes les startups. Finalement, elles s'éloignent un petit peu, mais c'est ce qui leur permet d'avoir un trésor de guerre et de continuer à se développer. Donc, ça n'est pas idiot du moment que ça ne t'empêche pas de continuer à développer ton vrai produit, à multiplier tes tests. En réalité, ils étaient tellement enthousiastes sur cette lettre de commande, etc., qu'ils ont arrêté les tests un peu tôt. Oui, c'est aussi un piège. C'est qu'on a trouvé, c'est bon, on a trouvé la poule aux œufs d'or, on fonce. Et du coup, on va droit dans le mur parce qu'on a raté le petit cap qui avait à côté. Donc, voilà. Donc, l'important, c'est toujours apprendre. Toujours apprendre. Ils ont perdu du temps. Voilà, ils ont perdu un peu de temps parce que là, du coup, il faut qu'ils repartent un petit peu. Mais souvent, en fait, dans le design sprint, souvent, il faut prévoir un petit réajustement à l'issue d'une première phase où tu dois améliorer une fonctionnalité ou te rendre compte qu'au final, à l'usage, tel truc, il coûte trop cher à mettre en place et que par rapport aux bénéfices que ça apporte au client, le surcroît de coût il est trop important par rapport aux bénéfices qu'en retire le client. Donc, tu as envie de refaire un test pour vérifier que si tu enlèves cette fonctionnalité et que tu gardes le prix tel qu'il était, ça suffit au client. Ou alors pour voir si cette fonctionnalité est tellement essentielle que son élasticité prix est importante et que donc le client est prêt à payer plus cher pour ça. C'est un petit peu l'histoire de l'appareil photo sur le smartphone. Aujourd'hui, tu as un appareil photo qui fait déjà 12 mégapixels. Si on te propose un appareil, comme ils ont fait là sur les derniers appareils avec trois focus, etc., est-ce que vraiment ça va te faire mettre les 500 € de plus pour avoir le tout dernier iPhone parce qu'il a en fait, peut-être sur une frange de clientèle qui fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, mais pas sur une autre. C'est comme ça qu'ils ont sorti 2 appareils au final. Tout à fait. Du coup, ils ont adapté les gammes en fonction de l'usage. Mais du coup, ça part du besoin utilisateur. Ça part du besoin utilisateur, tout le temps. Et en plus, voilà. Vu que c'est un produit physique dans cette histoire-là, c'est vraiment encore plus important de tester parce qu'une fois que le produit est sorti, c'est fini, on ne peut plus y toucher, c'est vendu tel quel. On ne peut plus y toucher, on peut y revenir. Je compare ça du coup, au logiciel où du coup, on peut plus facilement encore tester parce qu'il y a beaucoup plus de startups dans le numérique. Et du coup, là, on peut plus facilement tester, revenir en arrière, refaire des fondamentaux, rajouter des fonctionnalités dans le prix ou le retirer en fonction de ce qu'on veut faire. C'est difficile de rajouter des choses. Après, c'est vrai qu'en industrie, une fois que tu as calibré ta chaîne de production, c'est ce qui te coûte le plus cher. Après, il faut qu'elle fonctionne H24 parce que chaque minute d'arrêt de production te coûte hyper cher. Donc, effectivement, il faut bien roder ta phase d'essai et d'industrialisation avant de te lancer. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour les prochaines interviews pour parler d'innovation sans se blesser, en limitant le risque. Et ça, on l'a bien compris avec cette interview-là, et qu'on peut tout faire avec du carton pour pas très cher.